Audio Jungle. La folle ambiance des stades, les actions de classe, le ballon qui fait courir les acteurs, les majeurs en mode reprise cette fin de semaine. La Liga au parfum du choc Barça Atlético. L'Inter croise le Milan AC dans le derby de la Madonnine. La lutte pour l'Europe à suivre entre Dortmund et Leverkusen. Puis Lille accueille le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Voilà les sujets de la première partie. La seconde évoque le mercato hivernal animé ça et là. Everton recrute Lampard et Dele Alli. La Juve ship Vlahovic à la FIO. Guimaraes file à Newcastle United pour 50 millions d'euros et Aubameyang enfile le maillot du Barça. Notre casting de spécialistes est composé de Franck Lunyama, Félix Walla et de Vicente Noussoulé. Et l'homme à devant, lui, il est derrière la caméra. Mise en onde de ce nouveau numéro Anas PM PFE 710. L'aventure du foot européen. Installez-vous avec confort. Bonjour sportifs à toutes et à tous, ville commune. Bonjour Vicente. Bonjour Angelo, bonjour aux auditrices et auditeurs de la 91. On a connu une pause de 10 jours, ça vous a fait du bien j'espère? Du bien, ouais. Du bien, ouais, avec le sourire ça se fait voir. En face de vous c'est le journaliste en même temps féru de musique, Félix Walla, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Ça se passe bien en studio? Oui, vous préparez quelque chose, un single à venir? Ouais, quelque chose comme ça? Oui. Ouais, pourquoi pas. Franck Lunyama, bonjour, bienvenue. Angelo, bonjour le plateau, chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous accompagner. Grand merci d'être là et nous allons démarrer cette nouvelle aventure avec la fenêtre du mercato hivernal. Il s'est passé en tout cas des choses intéressantes, ça et là. Messieurs, on va d'abord s'intéresser au dossier de Dusan Vlahovic qui a quitté la Juventus Turin pour cette équipe, non plutôt que la Fiorentina pour la Juventus, voilà. La bagatelle de 70 millions d'euros, soit plus de 45 milliards de francs CFA. Félix Walla, quel commentaire vous faites de ce déplacement, de ce départ de Vlahovic de la Fiorentina à la Juventus? Je pense que c'est la Viola qui a fait un bon coup parce qu'elle a senti que leur pépite pourrait leur chipper et leur échapper, pardon, parce que le joueur et son entourage n'avaient pas forcément l'intention Elle vient d'être chippée là. Oui, mais la Juventus. Oui, mais le joueur pourrait quitter la Viola gratuitement à la fin de son contrat, chose que ne voulait pas la Fiorentina. Voilà. Alors elle a anticipé et a décidé de le vendre tout de suite. La première destination, c'était du côté de l'Angleterre, mais le bureau a senti qu'aujourd'hui, il y a une forme d'arnaque du côté des joueurs qui acceptent partir gratuitement à la fin de leur contrat pour bénéficier de beaucoup plus de conditions, et même du côté financier. Oui. Et la Viola, tout simplement, était mal. Mais aujourd'hui, je pense que ça arrange beaucoup la Juventus de Turin parce que le joueur 1m90, un grand joueur. Il n'a que 22 ans. Hein. Oui, il n'a que 22 ans. Il est très jeune, serbe. Très jeune, oui. Il est très jeune, il est un bon buteur, ça on peut quand même pas le nier. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, la Juve a besoin d'un vrai buteur parce qu'aujourd'hui, le problème du côté de la Juventus de Turin, à part les problèmes défensifs, il leur manque ce tueur-là. Nous rappelons du passage de Cristiano Ronaldo où il arrivait à tout faire à lui tout seul. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un bon renfort pour la Juventus. D'autant plus que Dybala ou encore Morata sera en train de viser ailleurs et on attend de voir ce que va apporter Dusan Vlahovic à cette équipe de la Juventus. Et nous parlons du plus gros transfert de l'hiver. Il va porter le dossard 7 comme un certain, voilà, j'étais le nom. Franck Lunyama, 20 buts, toutes compétitions confondues, dont 17 en Serie A italienne. C'est une véritable gâchette, hein, ce Vlahovic. Vlahovic, il est jeune, c'est un investissement dans l'avenir pour la Juventus qui a vu partir certains joueurs aussi comme Kulusevski et puis Betancourt. Oui. Donc il va falloir resolidifier un tout petit peu l'attaque qui fait défaut à cette équipe depuis un petit moment, depuis le départ de Cristiano. Morata, c'est pas ça. Donc il fallait chercher un joueur qui soit capable de faire la différence. Ils ont investi, c'est un joueur qui est grand, qui est jeune, qui est technique, qui a fait ses armes, on va dire, au niveau de la FIO et qui forcément a engrangé beaucoup d'expérience. Donc je pense que c'est un investissement dans l'avenir. 22 ans, et il fait l'affaire.
on va le voir sur la pelouse parce que la Juve en a besoin. La Juventus, on rappelle que voilà, Vlahovic était à la FIO depuis 2018. Oui. Alors, pour un joueur de 22 ans, avec autant de superlatifs, on le surnomme même le crack du foot européen. Vous pensez la même chose ? Oui, je pense la même chose, sauf que moi, je suis un peu dubitatif par rapport à ce que le joueur peut apporter aujourd'hui à cette Juventus-là, qui est tout simplement dans de grandes difficultés. Il est actuel meilleur buteur de la Serie A italienne. Oui, certes. Mais à un moment donné, ça s'est stagné un peu avec ses réalisations, certes, mais on l'a pas vu. Vous touchez du doigt sa régularité ou non? Sa régularité au niveau des réalisations. C'est vrai que c'est un joueur, comme Franck et Félix l'ont dit, qui est très technique, qui est très jeune. Il a encore une marge de progression assez large, mais qui aujourd'hui... on se demande si la Juve a vraiment besoin d'un jeune de 22 ans. Vous pensez que la Juve s'est un peu précipitée? Oui, peut-être. Comme Franck le dit, c'est un investissement sur l'avenir. Sinon, pour le moment, actuellement, je pense que il va falloir encore chercher un autre qui pourra peut-être le seconder ou le substituer s'il est en méforme. Sinon, il y a quand même Moïse Kean qui n'est pas le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Juve aussi n'a pas un grand buteur. Moïse Kean, je l'ai dit tout à l'heure, même, comment l'appelle-t-on, Alvaro Morata, ce n'est plus ça. En plus, il était pressenti du côté du FC Barcelone. Même si Chiesa, il est beaucoup plus au milieu offensif qu'attaquant de pointe. Donc aujourd'hui, moi, je pense que la Juve n'a pas ce véritable numéro 9. Oui, certes. Mais, pour terminer, je le dis encore, je reste dubitatif. Il va falloir que Vlahovic me demande sur ce point-là. Et maintenant, en même temps, c'est la Viola qui est en train de perdre parce que il y a seulement 2 ans. Comment l'appelle-t-on? Celui dont vous avez évoqué le nom tout de suite. Moïse Kean? Non. L'autre. Non. De quel côté? De la Juventus. De la Juventus? Cristiano Ronaldo. Federico Chiesa. Il était parti de la Fiorentina. De la Fiorentina. Bon. La Juventus. Peut-être que c'est le Dortmund, de l'Italie. On forme les jeunes et on revend. Ah oui, mais il y a aussi de la perte de l'autre côté. Il va falloir compenser tout ça. Veiller vraiment au grain. Ce que vous dites est assez important parce que derrière, si jamais la Fiorentina se retrouve au bas du classement, ce serait compliqué parce qu'ils viennent de perdre quand même le meilleur buteur de la formation. Mais moi, je pense que l'objectif est atteint du côté de la Fiorentina. L'idée n'est pas d'être champion avec ces jeunes joueurs. Le premier rôle. Le premier rôle, c'est de les sortir et pour en faire une véritable valeur marchande sur le marché. Donc, je pense que le Bayern, on allait crier. En tout cas, vous savez de quoi nous parlons déjà. C'est un joueur qui était parti chercher du côté de la Serbie. Absolument. Et le mettre en valeur du côté de l'Europe. Aujourd'hui, 75 millions d'euros pour 1 ou 2 années, énorme, hein. 2 années de contrat. Je pense que c'est beaucoup de choses derrière. La Fiorentina, en tout cas, pour l'instant 8e, qui ne fait pas la lutte pour l'Europe, mais bon, ils sont dans leur gamme. Ils sont dans leur gamme, voilà. Ils ne sont même pas inquiétés. Nous restons toujours dans la fenêtre Mercato, messieurs. Ah oui, c'est peut-être l'une des surprises également de ce Mercato. C'est Bruno Guimaraes qui quitte l'Olympique Lyon pour Newcastle pour 32 milliards de francs CFA, 50 millions d'euros. C'est quand même assez... c'est le nouveau riche de l'Angleterre maintenant, Newcastle, si je me trompe. Exactement. Ils ont maintenant beaucoup d'argent. Et ils ont envie de renforcer leur effectif. Ils sont en train de chercher les meilleurs de chaque côté. Bruno Guimaraes, c'est un joueur de 25 ans, si je me trompe, milieu défensif, qui a apporté, on va dire, un certain équilibre au milieu de Lyon. Mais voilà, quand l'argent parle, on avait envie quand même un peu de laisser partir, on va dire, une partie de l'effectif lyonnais pour faire venir d'autres. 50 millions d'euros. Donc, c'est quand même assez lourd. Par rapport aux ambitions, on va dire, actuelles de Newcastle, ce n'est pas aussi trop. Ils ont envie d'avoir un effectif leur permettant quand même de jouer, d'aller chercher le top 3 ou bien le top 5 la saison prochaine. La saison prochaine, merci de le préciser. Oui, pas maintenant. Je pense aussi que c'est trop, mais aujourd'hui, vu le budget de Newcastle, ça n'étonne pas. N'est-ce pas? Mais le contexte socio-économique également, Covid, et puis voilà, l'économie des clubs qui est complètement à terre. Oui, comment vous voulez expliquer? Oui, aujourd'hui, tout le monde veut en profiter. Il y a un nouveau riche. C'est comme Manchester City avec Arsenal à l'époque sous Wenger. Ils étaient là avec des millions. Tout le monde veut en profiter. Lorsque vous voulez un joueur,
vous mettez le prix. Aujourd'hui, c'est un joueur qui, il est le capitaine de la sélection espoir du Brésil, mais il n'a pas encore connu sa sélection avec l'équipe A. Oui. Je pense que 50 millions sur un tel joueur à 25 ans, normalement, un grand joueur à 25 ans, normalement, devait être déjà dans le sillage de la sélection, essayer de chercher sa marque. Pour Lucas Paqueta était aussi sollicité du côté du Newcastle, mais ils ont tout simplement fermé la porte puisqu'ils pensent que entre les deux, l'Olympique Lyonnais pense qu'entre les deux, la valeur sûre, c'est peut-être Lucas Paqueta. Donc moi, je suis un peu perplexe sur sa venue du côté de Newcastle. En tout cas, Bruno Guimaraes, pourquoi pas, on le verra dans les jours à venir du côté de la Première Ligue anglaise, même s'il n'y a pas championnat cette fin de semaine. L'autre surprise, on va rester toujours en Angleterre, c'est l'arrivée de Dele Alli à Everton. Oui, est-ce que c'est une surprise? Moi, je ne le dirais pas parce que Dele Alli, depuis un moment à Tottenham, ce n'est plus vraiment ce Dele Alli qu'on a connu sous Mauricio Pochettino. On a vu ses travaux avec José Mourinho qui était parti, mais avec l'arrivée de Antonio Conte, il voulait lui donner un peu de chance. Mais à la fin, je pense que beaucoup de choses se sont passées dans les coulisses qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de voir. Et je pense que son arrivée dans cette équipe d'Everton n'est-ce pas une régression pour lui, Dele Alli, international anglais, non, pas du qui tout. quitte Tottenham, un club qui a joué la finale de Ligue des Champions, qui arrive à Everton? Non, pas du tout. Everton aujourd'hui aussi, c'est quand même un club. Ils sont 16e au classement. 16e au classement. Oui, 16e au classement. C'est pas un cadeau, mais 16e au classement. 16e au classement, certes, mais c'est une équipe qui a un peu d'histoire. Qui ne joue pas les premiers rôles en première ligue. C'est vrai qu'il ne joue pas les premiers rôles en première ligue, mais qui titille aussi les grands. Il ne faut pas l'oublier. Everton, ce n'est quand même pas un club de dernière classe. Everton, c'est quand même le club où est passé un certain. Rooney, par exemple, Lukaku. Il y a Lukaku et tous les autres. Donc, il y a même les McCarthy et autres qui sont passés par là. Donc, je pense que son arrivée il est à la relance. Oui, il est à la relance et il va beaucoup apporter à cette équipe de Everton. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été embauché. Et peut-être l'une des raisons pour lesquelles on a pris Frank Lampard, votre homonyme, même si, qui arrive sur le banc de la Merci ou bien du club de la Merci, les Toffees. Il a fait Derby County, Chelsea, Frank Lampard qui rebondit à Everton. Ouais, il fallait un jour qu'il pose ses valises quelque part. Après le départ, on va dire, il a été renvoyé de Chelsea. Exactement. Malpropre parce qu'il faisait plus de le dire. Résultats. Il a été renvoyé. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un entraîneur qui a quand même du vécu. Derby County, vous l'avez dit, et puis Chelsea. Il connaît la pression, il connaît ce championnat. Maintenant, c'est à lui de permettre à Everton de pouvoir revenir au devant de la scène avec de très bons résultats. Dele Alli avec lui, oui, c'est un jeune joueur, 25 ans, il n'est pas âgé, mais il a connu quelques petits problèmes, quelques régressions avec son club Tottenham. Entre-temps de passage, si je me trompe, à West Ham, il a joué, je ne sais pas. Non, c'est Lingard. Voilà, donc ils sont près dans la même situation. C'est un joueur qui est intéressant, il a du talent, mais il a connu quelques difficultés. Everton, pour se relancer, c'est pas mal avec Frank Lampard. Je pense que Lampard a les moyens quand même de donner à cette équipe de retrouver, on va dire, un certain niveau. C'est un peu encore comme les Blues, ils portent aussi la couleur bleue. Exactement. Donc, voilà, on va lui souhaiter beaucoup de courage. Mais cette équipe d'Everton, en tout cas, a fière allure. On peut citer des joueurs comme Tom Davies, comme Iwobi, le Nigérian. Il y a Sigurdsson également. Il y a l'ancien du Barça au milieu du terrain, le Portugais André Gomes. Ils ont un bon effectif. Calvert-Lewin également qui est là. Yeribina également. Et puis Tosun, le Turc, pourquoi pas, avec Dele Alli et Frank Lampard sur le banc. Nous rappelons que Frank Lampard, c'est un manager de 43 ans qui reste le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea pour un milieu de terrain. Notez. Aston Villa, Van de Beek, il a quitté justement l'Everton. Bon, toujours pour un bon challenge. Oui, même on ne sait jamais. Frank Lampard, en arrivant, il a pris Dassan JBC, Ashley Cole. Exactement. Pour son staff technique. Voilà. Donc je pense que c'est un entraîneur qui ambitionne de véritablement se relancer au haut niveau. Parce qu'après le chèque de Chelsea, ça a un petit peu taché son ego. Je pense qu'il a
il veut vraiment relever ce défi. N'oublions pas qu'avant le départ de Carlos Ancelotti, Everton, c'était une équipe qui était en bonne posture. Oui, tout à fait. L'équipe était vraiment compétitive, jouait le second rôle justement après les 4-5 premières équipes. Exactement. On l'a trouvé au niveau de la 6e ou 7e position. Donc je pense que cette équipe a vraiment besoin de véritablement se relancer. Et surtout, je pense que Lampard a bien grandi après ce virement de Chelsea, parce que je trouvais que c'était quand même précoce pour un certain nombre d'entraîneurs comme Frank Lampard, Gennaro Gattuso, il y a Inzaghi, il y a Pirlo, qui sont c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de choses sur le terrain, mais être entraîneur, ça a été précoce de leur part. Il va falloir quand même un peu de répit pour se relancer comme Frank Lampard le fait. Il aurait dû apprendre beaucoup de cet échec de la Première Ligue, donc il va falloir qu'il se relance vivement. Tu as vu aussi dans le cas T'as vu aussi dans le cas On en parle tout à l'heure. On va le dire à la fin de la saison. Et voilà qui est dit en ce qui concerne Everton. On rappelle que cette équipe est classée 16e et doit vraiment tout faire pour se maintenir, ne serait-ce que finir dans le top 10, pourquoi pas d'ici la fin de saison. Et on termine de parler de mercato hivernal avec l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang au Barça. Oui, ça aussi, on l'a plus ou moins cru et on a attendu la vidéo du club sur le compte Twitter et puis derrière, on a vu la présentation de l'international gabonais sous les couleurs Blaugrana. Il devait quitter, même s'il n'arrivait pas au Barça, il devait quitter le club parce qu'il est devenu comme une persona non grata. Oui. Parce que là, il a des problèmes de discipline, d'indiscipline, on va dire, avec le club et il a même été écarté. Donc, il était pratiquement sous contrat. Il fallait qu'il cherche, on va dire, un point d'attache. Oui. Et voilà, le joueur a fait une belle affaire, selon moi, en atterrissant du côté du Football Club Barcelone, même si l'image du club est un peu écorchée aujourd'hui avec tous les problèmes. C'est quand même un grand club, c'est quand même un prestige pour lui d'aller jouer au Football Club Barcelone. Donc, je pense que c'est une très bonne affaire. À lui maintenant de pouvoir s'imposer. Il a dit, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, donc j'ai envie rapidement de jouer, d'aider le club. Je pense que oui, par rapport aux ambitions du Barça, beaucoup ne s'y attendaient pas forcément. Emerick Aubameyang du côté du Barça, ce n'était pas forcément attendu. Mais bon, c'est un joueur d'expérience qui a fait Saint-Etienne, qui a fait un tour au Milan AC, après qui a joué même chez vous, Borussia, voilà. Donc aujourd'hui, Emerick Aubameyang, on peut apporter une certaine expérience à l'attaque des Blaugrana. Voilà, je reste sur votre fin de phrase. Que peut-il apporter au groupe de Xavi Hernandez Creuch? Lui, à la base, c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur qui est très talentueux, qui a déjà prouvé ce dont il est capable dans plusieurs clubs comme qui a fini meilleur buteur de Première Ligue en 2018-2019, oui, si je ne me trompe pas, avec Arsenal. Ce n'est pas rien. Oui, même en Première Ligue. Évidemment, ce n'est pas rien. Et surtout avec Mané, Salah, ils ont été tous les trois comme meilleurs buteurs de la Première Ligue. C'est un joueur que personnellement j'admirais beaucoup, mais depuis un certain moment qui déconne en termes de discipline. Maintenant, c'est le Barça qui se mue peut-être en famille d'accueil, si on peut le dire comme ça, parce que c'est un joueur qui a été rejeté de Arsenal. Il est arrivé à la CAN. Quand vous dites rejeté, est-ce que de façon injuste ou c'est lui-même qui a été la cause de son départ? Mais naturellement, il a été à la cause parce qu'il a été quand même auteur d'écarts disciplinaires, on le sait. Donc aujourd'hui, arrivé à Barcelone, on sait que Barcelone, c'est quand même... Il va se ressaisir selon vous? Une institution à un cran, au plus d'un cran que Arsenal. Donc il va falloir qu'il soit soumis à cette institution-là parce que c'est quand même beaucoup de joueurs qui sont passés par là. Un des meilleurs, même des meilleurs joueurs, si je peux le dire. Donc il y en a même au club actuellement. Donc il va falloir que il vraiment sera soumis à l'institution du club et je pense que ça peut aller. Maintenant, sur le plan professionnel, c'est un joueur qui peut beaucoup donner. Il a accepté une réduction de salaire absolument, aussi, parce que c'est les conditions aujourd'hui d'arriver au FC Barcelone. Un bon coup pour le FC Barcelone, je pense aujourd'hui le Barça
au vu de sa situation, avale tout. Si je peux le dire. Même Adama Traoré est arrivé. Voilà, même Adama Mais Traoré. attention, nous ne sous-estimons pas quand même la valeur de Adama Traoré. C'est un bon joueur. Oui, c'est un bon joueur, mais le profil ne colle pas forcément avec l'ADN du FC. Certes, il a été formé là-bas, mais aujourd'hui, quand on voit les prestations du joueur... Hein. Oui, mais il fait juste une parenthèse. C'est un joueur qui n'a pas cet ADN-là du FC Barcelone. Bon, peut-être dans le couloir avec beaucoup de vitesse. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on voit le Barça jouer à 3 derrière, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, le Barça, la situation du Barça qui l'oblige à prendre certains joueurs. Si on prend le cas Pierre-Emerick Aubameyang, lors de sa dernière prolongation du côté d'Arsenal, je pense que dans sa tête, c'était le dernier club au haut niveau du côté de l'Europe, sa prolongation du côté d'Arsenal. D'accord. Et le joueur a toujours clamé son amour pour le Real de Madrid, qui était le club de cœur. Il était même pressenti il y a 2 ou 3 saisons. Même en quittant le Borussia Dortmund, voilà. La destination première, c'était le Real de Madrid qui, à la dernière minute, n'avait pas véritablement voulu de ce joueur. Donc je pense qu'aujourd'hui, si Arsenal, qui aujourd'hui a plus besoin d'un véritable buteur que le FC Barcelone, n'a pas pu conserver ce joueur, je pense qu'il y a un couac. La faute à Mikel Arteta selon vous? Oui, Arsenal a fait une grosse erreur, c'est d'avoir offert un pont d'or à Pierre le joueur le mieux payé du club. Il était même le mieux payé de la Première Ligue avant la prolongation de De Bruyne et de certains joueurs. Donc je pense que tout ça a monté la tête aux joueurs. En même temps, ses prestations ont baissé. Ont baissé totalement. Son ego s'est gonflé. Je me rappelle de Aubameyang qui avait fini une saison meilleur buteur du championnat allemand et même avait fini meilleur joueur de la saison. Même en Angleterre, on n'arrivait pas à battre son record du côté de l'Allemagne. C'était un joueur lorsqu'il était véritablement engagé sur son sujet qui était inarrêtable. Mais aujourd'hui, du côté du FC Barcelone, vous avez des doutes. Oui, moi j'appelle, c'est qu'il a besoin de lui. Oui, est-ce qu'aujourd'hui Xavi a besoin d'un tel joueur, d'un profil d'un joueur pareil? Je pense que Xavi aujourd'hui, c'est un joueur libre. Bon, on en profite, il va baisser son salaire. Oui, je pense. Pour moi, Aubameyang cherchait un point de chute. Et donc il a trouvé. Parce que ce n'était pas encore le moment de quitter l'Europe. Le haut niveau en attendant d'aller se faire de l'oseille de l'autre côté. Mais on rappelle que c'est un joueur de 32 ans, en tout cas Aubameyang. Et voilà, en 2013, on rappelle qu'en 2013, il était le joueur le plus cher d'Arsenal, 63 millions d'euros déboursés par la Gunners pour s'attacher les services de l'international gabonais. En tout cas, on ne peut que lui souhaiter bonne chance du côté des Blaugrana. Et nous refermons la fenêtre du mercato hivernal. Nous poursuivons l'émission. Désormais, place au majeur. Aquí está la Liga Española. Et voilà, nous restons toujours en Espagne pour parler de la Liga qui est de reprise cette fin de semaine, la 23e journée avec ce match intéressant entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Le match a lieu dimanche à 15h15 temps universel. Alors Franck Lunyama, 2 équipes aujourd'hui qui ne jouent pas forcément pour le titre, mais on pourra dire pour le ticket européen, finir au moins dans le top 4 d'ici la fin de saison. C'est l'objectif des 2 clubs, surtout pour l'Atlético qui reste le champion sortant et qui a connu, on va dire, un championnat difficile. Oui, très compliqué. Qui le connaît toujours parce que là, l'équipe ne se retrouve plus d'enchaînement de résultats. Ce n'est plus cette équipe solide qu'on a connue il y a Elle a encaissé 26 buts depuis le début du tournoi. Ça ne ressemble pas à Diego Simeone, mais c'est la réalité. Donc maintenant, on cherche quand même à sauver une saison, à être, on va dire, dans le top 3 au pire des cas. Pour le Barça aussi, il s'agit de remonter dans le classement. Ce club... n'est besoin de le rappeler, a connu des situations compliquées, difficiles. Ça se poursuit d'ailleurs avec cette affaire qui va peut-être les amener en justice avec l'ancienne direction. Donc on cherche au moins à sauver une saison, à se donner les moyens quand même de disputer une compétition européenne. C'est un peu l'objectif aujourd'hui. Sinon le titre, c'est perdu depuis pour le Football Club Barcelone. Donc c'est un match assez intéressant. Pas un match décisif, mais un match important pour la saison.
Autant plus que les deux. Il n'y a que 1 point qui sépare l'Atlético du Barça. Si jamais la saison finit aujourd'hui, le Barça sera en Ligue Europa. Voilà, je pense que ça vous voulez rebondir là-dessus. Je pense que ça se joue à ce niveau-là. Parce que Franck disait que ce n'est pas décisif. Je pense qu'aujourd'hui, les deux équipes, au moins... mis à part le fait d'avoir déjà perdu le titre, doivent au moins respecter leur rang. N'est-ce pas? Tout en finissant au moins 2e ou 3e au classement pour respecter la hiérarchie. Aujourd'hui, je pense que si le FC Barcelone, bien l'Atlético Madrid arrive à remporter les 3 points, elle se rapprocherait du Real Betis, qui aussi peut lâcher quelques points en cours de route. Donc je pense que c'est un match décisif pour les deux équipes qui se talonnent au niveau du classement. Suarez qui retrouve ses anciens partenaires, il va leur faire un mauvais coup. Bon, toujours comme il a fait la saison dernière. Suarez et Griezmann, merci de le préciser. Et là ils viennent au Nou Camp. Oui, évidemment, qui ont été entre guillemets frustrés par les événements qui sont passés du côté du Barça. Je pense que c'est des joueurs très professionnels qui vont quand même se mouiller le maillot sur le terrain. L'inquiétude quand même, Vicente, c'est que l'Atlético encaisse trop de buts. La meilleure défense de la Liga aujourd'hui appartient au Real Madrid. Oui, évidemment, l'Atlético a perdu de sa caducité, de sa rigidité défensive. Qu'on ne lui connaît pas le passé. On sait que Diego Simeone, c'est quelqu'un qui prônait quand même la défense. Donc, avec des défenseurs comme Diego Godin, Jiménez et tous les autres. Voilà, et tous les autres, mais depuis un moment, l'Atlético encaisse beaucoup trop. Vous avez dit 26 buts en 21 matchs. Depuis le début de la Liga. C'est énorme pour un club comme l'Atlético. C'est relatif parce que pour plus de clubs par match encaissé. C'est pas bien quand même. Pour une équipe qui a envie, c'est pas du tout bien pour une équipe qui a vraiment envie d'aller taper le top 3. Pourquoi pas. Et on rappelle qu'il y a d'autres matchs prévus pour cette 23e levée de Liga espagnole. Osasuna Pampelune accueille à domicile le FC Séville, en tout cas qui talonne, on pourra dire, le Real Madrid, même s'il y a 4 points entre Merengue et Sévillan. Le Real justement joue à la maison face à Granada. Une petite information, une toute petite, l'élimination du Real en Coupe du Roi. Voilà, ce n'était pas important. L'Athletic Bilbao est passé par là. Il faut quand même informer les auditeurs. N'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dit une petite information. Elle n'est pas si alarmante. L'équipe qui avait éliminé le FC Barcelone lors des demi-finales de la Coupe du Roi. Voilà encore une autre information. Ce n'est pas une petite équipe. Non, je dis l'équipe qui avait éliminé le FC Barcelone. Moi, je n'ai pas été petite. L'Atlético Bilbao aujourd'hui. Ça fait quand même 7 ans que Bilbao n'a pas battu les Real. Évidemment, ça c'est un record tombé, mais en même temps, l'Atlético Bilbao n'est pas une équipe quelconque. Si l'Atlético Bilbao connaissez leur classement aujourd'hui faire tomber le Grand Barça. 9e. Oui, 9e, mais en même temps, il faut dire que l'Atlético Bilbao a joué le Real 4 fois cette saison. Exactement. Et c'est leur première victoire hier. Donc, il va falloir à un moment donné que l'Atlético leur donner Bilbao du crédit. gagne ça. Non, on sait que vous êtes un féru du Real Madrid, mais bon, vous êtes aussi fair play. Merci beaucoup pour cet état d'esprit. Alors, on parlait tout à l'heure du Real Madrid face à Grenade. Attention, le Real ne doit pas se permettre un faux pas parce que derrière, Séville peut réaliser un bon coup du côté de Pampelune. Valence à domicile accueille la Real Sociedad. Ça serait un match en tout cas très intéressant, d'autant plus que les deux équipes savent jouer au ballon et surtout donner du spectacle. C'est bien terminé pour la Liga espagnole. Juste rappeler que le Retafe de notre compatriote, le club de Jenda Konam joue contre Levante. Là aussi, il faut gagner des points pour assurer son maintien. Retafe est actuellement 16e à 4 points du premier relégable Cadix. Levante dernier. Ça peut se faire. Levante bon dernier. Normalement, ça devrait passer pour Retafe à la maison. C'est bien terminé pour la Liga. Nous poursuivons l'aventure. Benvenuto Calcio Italia. Il y a des matchs dimanche. Avant de parler de ceux de samedi, la Juventus, par exemple, joue à domicile face au Hellas Vérone. Peut-être le temps de voir Vlahovic sous ses nouvelles couleurs avec le club piémontais. L'Atalanta Bergame joue contre Cagliari. Et puis Venice accueille le Napoli. Ces matchs ont lieu dimanche et samedi. On a un gros et fumant derby de la Madonnine entre l'Inter Milan
et le Milan AC, les Nerazzurri face au Rossoneri. Ah oui, les deux clubs, on pourra dire pour une nuit, Franck Lugnama, une soirée. La ville va être divisée en deux. Oui, comme toujours. Comme on le dit. La ville lombarde va être divisée. Les supporters vont être... Même les familles. Oui, les familles vont être à fond sur ce match. Ce derby de la Madonnina est toujours très attendu. C'est deux clubs de la même ville, oui, avec beaucoup d'histoires autour. Donc l'Inter aujourd'hui, qui est leader de cette compétition et qui a 4 points de plus que sur le Milan AC, voudra sécuriser, on va dire, son fauteuil de leader. Au pire des cas, on va chercher avec un match à moins et on va chercher un match nul pour ne pas permettre au Rossoneri peut-être d'avoir l'ambition de revenir. Donc je pense que c'est un match important pour la suite de la saison. Une victoire du Milan mettrait la pression sur l'Inter. Une victoire de l'Inter quand même va creuser un tout petit peu l'écart avec surtout le match en retard. Donc c'est un match important de la saison et qu'il faut gagner. Surtout qu'entre l'Inter et le Milan, il y a le Napoli qui essaie également de se trouver une place. Vous aviez parlé entre-temps de Simone Inzaghi que vous trouvez un peu jeune, précoce dans l'entraîneurat, mais le parcours de l'Inter, une seule défaite en 22 journées. Comment vous interprétez cela? Oui, il faut dire que c'est au crédit de ce jeune entraîneur, certes, mais en même temps, il faut rappeler qu'Antonio Conte avait déjà fait un travail de base, un travail de fond. Pour vous, il a monté la barre assez haut? Évidemment, il a monté la barre assez haut. C'était quand même un projet sur le long terme. Et donc, Antonio lui, après, il a quitté le navire. Certes, il a quitté le navire, mais il a laissé la philosophie, il a laissé quand même cet esprit. Un héritage? Oui, cet esprit collectif-là de joueurs. Parce qu'aujourd'hui, on a senti sous Antonio Conte que Lukaku pouvait jouer avec Lautaro Martinez. Et Sanchez pouvait accepter venir du banc pour jouer un peu le joker. Donc je pense que c'est un esprit collectif que Antonio Conte a inculqué en cette équipe-là, qui est resté malgré quelques départs, Lukaku, Achraf Hakimi et autres, même s'il y a des joueurs que je juge de vieux, Yang et certains joueurs de Vril et autres. Même Andanovic, le portier. Évidemment, 36, même Andanovic, qui sera bientôt secondé par André Onana, qui doit être en route en ce moment pour l'Italie. Vous savez tout, décidément. mais bref, je peux dire que ce parcours de l'Inter Milan, c'est exceptionnel, certes au crédit de Simone Inzaghi, mais aussi parce que Antonio Conte avait déjà balisé le chemin. Simone Inzaghi, le frère de l'autre, hein. Ouais. Quand vous le voyez dans son costume, c'est un monsieur classe tout simplement. Alors cette équipe de l'Inter face au Milan, c'est Tonali par exemple, Raphaël Leao, ils peuvent arriver à damer le pion aux interistes. Oui, c'est une équipe intéressante. C'est une équipe qui a su monter en puissance. On a vu comment cette équipe a été bâtie il y a de cela quelques années avec un nouveau projet, avec des jeunes joueurs intéressants. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Le Milan, on ne dirait pas que c'est une équipe qui était sortie de nulle part, puisqu'elle a pris le temps de se reconstruire et de venir aujourd'hui sur la scène européenne et même de jouer les grands rôles du côté de l'Italie. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, avec cette équipe épaulée par le grand Zlatan, même blessé, il arrive quand même à inculquer cette fougue, cette rage de vaincre à ses jeunes coéquipiers. Raphaël Leao, que je trouve toujours intéressant, même si il pêche un petit peu encore dans la finition. Ils peuvent quand même... Un peu comme Vinicius. Oui, mais lui, Vinicius, il a su... Il s'est amélioré, d'accord. Ça, c'est le travail... Il y a l'avocat de Vinicius ici. Ça, c'est le travail des entraîneurs. Voilà. Lorsque vous êtes un entraîneur expérimenté, vous voyez ce type de joueur. Vous savez, voilà, un travail personnel pour corriger le joueur. Voilà. Franck Kessié va beaucoup manquer dans l'entrée. Il est arrivé. On a vu des clichés démontrant. Oui, justement, son implication à l'entraînement. Est-ce que serait titulaire? Mais il semblerait qu'il a des envies de départ. Après, il est aussi en fin de contrat. Justement, Samir Andanovic aussi est arrivé en fin de contrat en juin. Donc, on aura les cages vides pour lui tout seul. D'accord. Le Milan est capable d'aller chercher l'Inter, mais aujourd'hui, moi, je pense que cette équipe d'Inzaghi,
C'est une équipe qui joue avec une nouvelle philosophie. Parce que contrairement à Antonio Conte qui jouait un jeu direct, cette équipe de Simone Inzaghi, c'est une équipe qui sait remonter la balle, qui arrive à quand même maîtriser son sujet. Oui. Avec de nouveaux joueurs, il faut rappeler que même Hakan Çalhanoğlu a changé de tunique. Des retrouvailles, hein? Oui, parce que là, avec son ancien club, il avait marqué un but lors du match aller et il avait célébré, les supporters l'ont lui. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un match qui serait vraiment intéressant, puisqu'il y a de cela quelques années, le match n'était plus ça lorsque le Milan était au fond du trou. En tout cas, deux équipes intéressantes. On rappelle que ça sera le 198e derby de la Madonnine. Hein. Et on rappelle que la dernière victoire du Milan AC en terre interiste remonte au 10 octobre 2020. 2-1 pour les Rossoneri. Et on rappelle qu'il y aura d'autres matchs pour le compte de ce samedi, la 24e journée, le 24e acte, si vous voulez. AS Rome de José Mourinho joue au Stadio Olimpico face au Genoa. Et puis la Fiorentina, aujourd'hui orpheline de Vlahovic, va croiser la route de la Lazio Rome. Et c'est bien terminé pour le Calcio ou la Serie A italienne. Nous prenons nos baluchons et nous débarquons du côté de... Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Le match, oui, le Bayern joue, mais le match qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est également une lutte pour l'Europe entre Dortmund et Leverkusen. Dortmund et Leverkusen, vous l'avez dit, parce que quelque part, on ne peut pas, on va dire, critiquer l'hégémonie du Bayern de Munich. Donc, on va pouvoir lutter pour une deuxième place, un deuxième ticket ou bien un troisième ticket. Donc, ce sera l'occasion entre le Borussia Dortmund et puis le Bayer Leverkusen dimanche. Le Borussia Dortmund est deuxième, Leverkusen est j'allais dire, troisième. Voilà. Donc, c'est un match entre deux clubs très, très proches au classement et ça va se jouer à peu de choses. Donc, je crois que si Dortmund gagne, c'est bien, on conserve sa deuxième place et puis de l'autre côté le Bayer Leverkusen a envie de pouvoir contester cette opposition des jaunes et noirs et ça annonce déjà un match assez intéressant pour l'Europe. Alors je veux croiser vos regards sur ce match. Dortmund, on a l'impression que cette équipe-là, oui, elle nous a habitués à du yo-yo. Tantôt ça va très bien, on assure des victoires consécutives et puis après on tombe encore dans le trou. Vous voyez cette équipe-là être solide jusqu'au bout? C'est une équipe à la base qui est inconstante depuis plusieurs années. Dortmund, c'est vrai qu'il titille souvent le Bayern de Munich, mais vers la fin de la saison, on sent quand même de la fatigue, on sent quand même de l'épuisement des réserves et des ressources au niveau de cette équipe-là. Mais aujourd'hui, il souffre aussi de cette irrégularité, si je peux le dire ainsi, d'un certain Erling Brandt Haaland. Vous pensez qu'il est irrégulier? Oui, irrégulier en termes de santé physique. De présence sur le terrain. De présence sur le terrain, pas forcément en termes de but ou de ratio. En termes de réalisation, il est là, puisqu'il a quand même marqué les 35% des buts de Dortmund cette saison. Donc, à son absence, l'équipe souffre énormément parce qu'il n'y a pas de buteur au niveau capable de vraiment substituer ce joueur-là. Donc, je pense que ça joue des deux côtés. L'histoire joue parce que cette équipe, elle est inconstante depuis plusieurs années, mais aussi souffre parfois de l'absence de Erling Braut Haaland. Pour vous, l'effectif n'est pas au top? L'effectif n'est pas au top, l'effectif n'est pas vraiment qualitatif, l'effectif n'est pas vraiment profond. Tout le contraire au Bayern. Tout le contraire au Bayern, qui peut jouer avec trois différentes équipes sans ne pas se faire tomber. Donc je pense que c'est ce dont souffre Dortmund pour moi et il va falloir le régler parce qu'on ne va pas donner quand même l'hégémonie au Bayern toute l'éternité. La dernière fois que ça s'est produit, c'est quoi, en 2012, non? Oui, en 2013. 2012-2013, avec Jürgen Klopp. Alors, c'est un match également où il y a beaucoup de buts à la manche allée, 7 buts marqués. À la fin, c'était 4-3 en faveur de Dortmund. Vous pensez qu'on pourra encore voir la même chose? C'est possible puisque les deux équipes ont des intentions offensives, des équipes qui sont joueuses. Je me rappelle du match aller avec un joueur intéressant. Et Patrick Schick, non?
Florian Wirtz. Florian Wirtz qui c'est une pépite. Qui m'a vraiment 18, 19 ans. Oui, presque. Presque 18, 19 ans. International allemand. Et même le coup franc de Guerrero. Le coup franc de Rafael Guerrero, le Portugais. Qui une aussi très bonne patte gauche. Oui. Donc je pense que ce match serait amplement disputé. Aujourd'hui, le Borussia Dortmund est à sa place. Deuxième place derrière le Bayern de Munich avec 6 points d'écart. 8 ou 9. C'est beaucoup. 6 points d'écart, 49, 43. Oui, voilà. 6 points d'écart. Et même c'est beaucoup. Derrière deux matchs. Non, et même derrière, il y a le Bayern Leverkusen qui est à 35, qui est à 4 points de Dortmund. Oui. Je pense que le Borussia Dortmund est à sa meilleure place. D'accord. Être vice-champion ou bien être deuxième. Oui. Ou bien premier des autres perdants à part le Bayern de Munich et être européen. Oui. Mais vous avez joué le Bayern et le Dortmund. Non, aujourd'hui, vous-même vous l'avez dit que c'est une équipe qui n'est pas qualitative, c'est une équipe qui n'est pas taillée pour être champion. À la fin de la saison, c'est une équipe qui sort des joueurs. Aujourd'hui, moi, un joueur qui m'impressionne beaucoup dans ce effectif, c'est Jude Bellingham. Oui. Ce jeune joueur qui venait de Nottingham, bien un club de deuxième division en Angleterre et qui tout de suite est sélection internationale, qui impressionne que tu sois dans le jeu ou en sélection. Donc je pense que c'est un club qui suit sa véritable politique. Bientôt, en là fera les gros titres. Il va partir de toutes les façons du mercato. Dortmund va avoir beaucoup d'argent dans ses caisses. Donc je pense que c'est un club qui vit ses réalités. Voilà. Ce que vous dites est intéressant, qui vit ses réalités. Et ses réalités, c'est de former et revendre. Voilà, bon prix. Franck Williama, après Dortmund, Leverkusen, il y a le match du leader également, si vous voulez. Il faut juste préciser que le Borussia Dortmund a besoin de gagner pour mettre la pression sur le Bayern. Il n'y a que 6 points pour tenter quelque chose. Parce que s'ils perdent devant Leverkusen, il n'y a pas de risque. Parce qu'il y a 8 points entre le club et puis Leverkusen. Leverkusen aussi a besoin de gagner pour éviter la pression de l'Union Berlin derrière. Qui joue contre Augsbourg. Sans oublier Fribourg. Fribourg aussi. Donc c'est un peu comment les choses se présentent. Donc, à part ça, vous l'avez dit, il y a le match du Bayern face à Leipzig, qui est désormais, on va dire, 6e au classement. Ce n'est plus ce club de Leipzig qu'on a connu avec beaucoup de jeux intéressants. Timo Werner, même si aujourd'hui Nkunku tente de faire des choses, je pense que ça ne suffira pas. Mais il faut faire très attention dans ce match entre le Bayern. Surtout que le Bayern a déjà connu, Franck, 3 défaites cette saison. 3 défaites. Donc il fallait chercher des points. Il faut préciser que ça commence cette 21e journée ce soir avec ce match entre les Hertha Berlin et puis le promu qui est le plus en vue, Bochum. Il joue bien, il tente de poser des problèmes au gros de la compétition. On verra sur ce match. Et puis il y a ce match entre Stuttgart et Francfort. Mayence qui va accueillir le club du Togolais Offenheim qui va essayer de rentrer à nouveau dans le top 5. Pourquoi pas. Puisque entre-temps, ils ont un peu perdu des points. Et Cologne joue contre Fribourg. Arminia Bielefeld sera face à Mönchengladbach. Et ce match entre l'Union Berlin et puis Augsbourg. Sans oublier l'autre match du dimanche entre Wolfsburg et puis Greuther Fürth. Mes amis. Oui. Ah oui, ce sont vos amis. Intéressant. Ils ont besoin d'aide. Le nom, oui, c'est en tout cas, c'est quand même intéressant de parler de cette Bundesliga avec de très très jeunes joueurs, même si la dernière fois, Kingsley Coman dit qu'il n'a pas regretté son absence lors du dernier mondial. Est-ce qu'il nous dit la vérité ou bien il était blessé juste avant le début de la compétition. Ça fait du mal, n'est-ce pas? C'est l'expression de voir de la ses frustration. partenaires. Laurent Koscielny, Marco Reus en sait quelque chose avec l'Allemagne. Il a dit clairement que ça l'a vraiment touché. Oui. Et on l'a senti sur ses prestations sur le terrain. Exactement. Il a quitté Arsenal. Arrivé à Bordeaux aujourd'hui. Il a même quitté le groupe. Quitté le Bordeaux récemment. Il y en a qui sont francs, il y en a qui jouent à la diplomatie. Parce que lui, il est jeune, il a encore au moins 2 Coupes du Monde à disputer devant. Pourquoi pas? Peut-être qu'il essaie de jouer le gros dur. Avec Didier Deschamps, on ne sait jamais. Il est encore jeune. Il est encore jeune. Il a tout le temps devant lui. Comme un certain Bassogog. Voilà. Merci beaucoup pour l'information. Prochaine destination. Total Info Ligue 1.
Info Ligue 1. Nous sommes dans l'Hexagone et nous évoquons la 23e journée de Ligue 1 avec des matchs intéressants les uns que les autres. On parle de Marseille face à Angers. Marseille qui la dernière fois s'est fourvoyé face à l'Olympique lyonnais et qui a perdu ces points-là aussi importantissimes dans la conquête du ticket européen. Mais peut-être à domicile, on va se relancer, on ne sait jamais. Saint-Étienne accueille Montpellier. Il y aurait également un intéressant Monaco-Lyon. Oui, messieurs, je voudrais que vous mouilliez sur ce match avant de parler de Lille de Paris Saint-Germain. Monaco-Lyon, Félix. Deux équipes qui se talonnent au niveau du classement. Olympique lyonnais, 7e avec 34 unités. Ouais. Qui se déplace du côté de, comment l'appelle-t-on, du Saint-Louis. Voilà, ouais, Louis II. Du Louis II, oui, voilà. C'est leur propre stade. Vous avez déjà suivi des matchs de Monaco à domicile? Oui. Un stade carrément atypique. Vide, parce qu'il n'y a pas. Voilà. On a pas l'impression que les gens ne s'intéressent pas au foot. C'est la belle vie sur les côtes d'Asie. Exactement. Il n'y a aucune ambiance. Ils préfèrent rester dans leur chambre climée pour suivre dans le leur match. voiture de luxe. Ce sont les casinos. Des hommes riches, des gens riches qui vivent les voisins de Novak Djokovic. Ça doit faire quand même assez bizarre pour un match de football. Il n'y a pas de supporters. Je ne sais pas pourquoi le projet a choisi une telle localité. Parce que vous savez, il faut compter aussi sur la billetterie, sur l'ambiance. Moi, personnellement, jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on a choisi une ville qui a pour des habitants des gens lisses, propres, qui sont sur eux, qui ne s'intéressent pas tellement. Mais le cas aussi se vit à Londres où il y a beaucoup plus une classe bourgeoise. Mais en Angleterre, les stades sont souvent remplis. Oui, c'est vrai, tout le contraire. Oui, le stade est souvent rempli. Du stade Louis II. Même s'il y a des supporters, vous pouvez courir même dans les travées. Ils viennent les mettre dans les poches pour juste, je viens aussi suivre. Oui, le manière russe avait envie quand même de changer un peu l'habitude. Et il a compté, on va dire, sur la richesse de cette principauté pour faire venir les gens dans les stades. Pour le moment, ça prend un tout petit peu seulement. Mais peut-être avec le temps, il aura raison, qui sait. Parce que là, les gens, le foot, c'est pas trop leur chose. Passer le temps sur les belles plages, des yachts, des yachts, tous les autres. C'est un peu ça. Mais on rappelle que Monaco a déjà joué une finale de Ligue des Champions. Vous vous souvenez? C'était en 2004. Face à Porto, c'est José Mourinho. C'est une belle équipe quand même. Je me rappelle des demi-finales entre Porto et Deportivo La Corogne. Oui, avec un match avec à l'aller 4 buts à 1 et au match ils ont renversé la vapeur. Voilà qui est dit. Monaco-Lyon, on attend de voir si cette équipe lyonnaise peut damer le pion à Monaco. Et Lille, le tenant du titre, qui est perdu dans les méandres du classement, qui accueille le Paris Saint-Germain et ses stars. Oui, Lille même a oublié qu'il est le tenant du titre parce que depuis un moment donné, c'est difficile pour ce club. C'est compliqué. Ils ont perdu Jonathan Iconé, qui a quitté le club. Jonathan Iconé. Il est allé en Angleterre ou en Italie. Il a signé à la Fio. À la Fiorentina, merci beaucoup. Oui, même avant de perdre Jonathan, même en trêve, ils ont déjà perdu le coach qui leur a permis d'aller chercher ce grade-là. Maintenant, il fait de très bonnes choses du côté de Nice aujourd'hui. N'est-ce pas? Oui, Christophe Galtier. Maintenant, cette équipe va accueillir les prochains champions avec... Qu'est-ce que vous en savez? Le Paris Saint-Germain, je parle du Paris Déjà Saint-Germain. acté. Oui, mais ce sont les prochains champions. Mais avec 11 points d'écart sur Nice, c'est quand c'est fait. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. D'accord. Avec dans leur navire, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Verratti et autres. Neymar absent toujours. Neymar, oui, il est... Le Samba d'or. Sergio Ramos. Avec son titre de meilleur joueur brésilien. Il a reçu son Samba d'or. Non, c'est une épreuve difficile pour lui. D'accord. Mais voilà, ça demeure quand même un match. Ça demeure un match intéressant à suivre. Mais attention, les Parisiens, est-ce qu'ils ont déjà digéré cette élimination de face à Nice En attendant le Real Madrid d'ici 2 semaines. 2 semaines, ils ont ce complexe-là qui leur fait mal parfois. Absolument. Attention à Lille qui va jouer avec beaucoup de détermination. Les Parisiens, eux, ils sont dans leur tour. Voilà, attention, c'est un match piège. Vous le dites si bien, ils sont dans leur tour. Regardez l'image. Tout ce qui se passe à l'extérieur, ça ne leur regarde pas. Ils sont tous tranquilles. Et on aurait appris, selon les dernières informations, que Zinedine Zidane serait approché par le board du Paris Saint-Germain pour lui donner plein pouvoir pour peut-être remplacer
Pochettino, sollicité par Manchester United. Mais tout ça reste au conditionnel. On attend de voir les jours et les semaines, voire les mois à venir, ce qui va en être. Nice, oui, de Christophe Galtier, va également se produire sur sa pelouse face à Clermont Foot. Et on donnera tous les résultats de ces matchs-là lundi dans Plateau Foot Europe. Et avant de passer aux dédicaces, messieurs, rapidement, un mot sur la FA Cup en Angleterre, puisque dès ce vendredi, Manchester United, avec peut-être le retour de Paul Pogba sur les pelouses, va jouer face à Middlesbrough. Chelsea accueille Plymouth. Everton, avec la première de Frank Lampard, accueille Brentford. Manchester City sera face à Fulham, Tottenham, Brighton, et puis Liverpool accueille Cardiff City. Et messieurs, mine de rien, grâce à votre concours et vos analyses bien épicées, on est arrivé à la fin de cette émission. Félix, voilà. Oui, ça fait toujours du bien de partager le plateau avec Franck, Vicente, et avec vous à la manette. Merci, et surtout, voilà, vos petites engueulades friendship. Hein. Oui, oui. Nous aimons ça. Pour moi, ça fait mal quand l'émission arrive à terme. Mais vous n'allez pas parler toute la journée quand même. De quitter Félix, vraiment. Mais oui, merci aux auditrices et auditeurs qui nous ont suivis. Voilà. Merci, messieurs. En tout cas, avant de passer la parole à la passe décisive à Franck Lunyama, on rappelle que Sadio Mané et Salah seront toujours en Afrique. Hein. Oui. Ils ne sont pas encore rentrés. Hein. Non, je pense il y a aucun club ne serait pas d'accord. Hein. On va suivre cette finale avec beaucoup d'intérêt. La petite compétition avec P7. Ah oui, voilà qui est dit Franck. Oui, on va dire bonjour aux auditeurs, tous ceux qui nous accompagnent et qui nous poussent à aller loin. Et merci. Bonjour Esther. Voilà qui est dit. En tout cas, le fait que vous soyez toujours à l'écoute nous pousse, nous donne l'énergie nécessaire à donner le meilleur de nous-mêmes. Merci Vicente. C'est moi. Merci également. Angelo, je pense que désormais je dois faire recours. Je dois vous demander de faire souvent recours à la VAR parce que Vicente devrait être expulsé avant la fin de la rencontre. Puisqu'il n'aime pas la fin de l'émission, je vais tout faire pour le pousser à quitter la pelouse avant la fin de la rencontre. On va aller voir la DG et le DF, tout comme Roméo Yetor, voilà, pour qu'on nous installe une VAR dans le studio Bessanyamé. Franck Lunyama, merci beaucoup d'être resté des nôtres. Un grand merci à Elom Adovon et à Anas PM. On se donne rendez-vous lundi avec la même bonne humeur de vous servir.